Quand on parle de la Rome antique, on pense souvent à l'Italie, à la Gaule ou à l'Égypte, mais un territoire a joué un rôle bien plus central qu'on ne l'imagine, l'Hispanie. Et oui, l'actuelle Espagne et Portugal. Pourtant, sa conquête fut tout sauf une randonnée militaire. Il a fallu près de 2 siècles aux Romains pour en venir à bout. Une affaire pénible mais rentable. Une fois pacifiée, l'Hispanie a pu devenir l'un des joyaux de l'Empire, constitué de mines d'or, de grandes cités romaines, de futurs empereurs nés sur place, et j'en passe. Alors aujourd'hui, on remonte le temps pour comprendre comment cette province a été conquise dans la douleur, mais devenue prospère sous l'aigle romain. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons à quoi ressemblait la péninsule ibérique juste avant l'arrivée des Romains. En fait, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, l'Ibérie n'est pas une entité politique unifiée, mais plutôt un ensemble de peuples indigènes et de colonies étrangères. Vous allez voir, il y a de quoi s'y perdre. Essentiellement, on retrouve donc les Celtibères. Comme son nom l'indique, c'est un mélange de populations celtiques et ibères. Ils sont présents dans les terres centrales et au nord-est. Ce sont des sociétés guerrières qui sont souvent organisées en tribus et vivant dans des habitats fortifiés. Nous avons ensuite les Lusitaniens, qui occupent le centre et le nord de l'actuel Portugal. C'est un peuple plutôt montagnard, réputé pour leur bravoure et leur mobilité au combat. Nous avons ensuite les Ibères, donc ce sont des peuples autochtones non indo-européens, qui sont installés depuis longtemps. Leur société est plutôt sédentaire, hiérarchisée, parfois influencée par les Grecs et les Phéniciens. Ils sont connus pour leur artisanat, leur écriture et aussi leur sculpture funéraire. Ensuite, il y a les colonies carthaginoises. Il faut savoir que Carthage contrôle la côte sud depuis le 6e siècle avant notre ère, avec des villes comme Gadir, Malacca ou Carthago Nova. Ils ont accès à une forte exploitation de ressources minières comme de l'argent ou du plomb, et des alliances avec certains peuples locaux. C'est en passant par ici qu'Hannibal recrutera des troupes pour marcher vers l'Italie. Puis nous avons les colonies grecques, qui sont présentes depuis le 6e siècle avant Jésus-Christ avec les Phocéens. Leur ville principale est Emporion en Catalogne. Ils sont moins influents militairement que Carthage, mais apportent un héritage commercial et culturel helléniste. Et nous avons enfin les Aquitains et les peuples pyrénéens, donc au nord. C'est surtout un regroupement de petits clans indépendants et qui seraient les ancêtres des Basques. Le reste du territoire est peuplé de diverses tribus plus ou moins celtes ou indo-européens, comme les Cantabres, les Galèques ou encore les Turdétans. Comme je l'ai dit, l'Ibérie est aussi une terre abritant des richesses naturelles importantes, comme des mines d'or, d'argent ou de plomb, ce qui attire bien évidemment les puissances voisines. D'ailleurs, en parlant de ça, il y avait déjà de grandes tensions politiques entre les Carthaginois et les tribus locales, mais aussi entre les peuples ibériques eux-mêmes. Alors au départ, les Romains abordent la péninsule ibérique non pas pour la conquérir, mais pour contrer l'avancée des Carthaginois durant les guerres puniques. Après la victoire romaine, les anciens territoires carthaginois en Ibérie deviennent des nouvelles provinces pour la République romaine, qui décide de les diviser en deux, l'Hispanie citérieure et l'Hispanie ultérieure. C'est là que les ennuis commencent. Les peuples ibères vivant dans ces provinces n'acceptent pas cette nouvelle domination étrangère. Là, on pourrait croire que Rome allait tout balayer d'un coup de sandale, mais que nenni. Les rébellions s'enchaînent, et les Romains n'en viennent à bout que difficilement, parfois même obligés d'envoyer des consuls comme Caton l'Ancien. Les campagnes militaires se poursuivent, les Romains s'étendent alors vers le sud puis le centre pour accroître leur domination. Un nouveau conflit majeur éclate lors de la guerre de Numance, avec le soulèvement du Vercingétorix espagnol, un chef lusitanien nommé Viriat, qui se solde par une importante victoire romaine sur le territoire. Après la chute des Celtibères et des Lusitaniens, les Romains organisent les premières expéditions dans le nord-nord-ouest, qui était jusqu'à présent en retrait. Mais la conquête de la péninsule est mise en pause pendant près d'un siècle à cause des conflits en Orient et des guerres civiles qui mettent la République romaine en crise. Du coup, avance rapide, il faut attendre l'arrivée au pouvoir d'Auguste pour que les légions romaines finissent par soumettre les dernières tribus de montagnards au nord. Au final, comme le souligne Strabon, la conquête de la péninsule ibérique a été lente et morcelée. Les dernières tribus résistantes, qui sont un peu comme nos irréductibles gaulois, ont dû incarner cette image d'un pays difficile à soumettre. Donc à l'arrivée, ce n'est que vers -19 qu'Auguste intègre toute l'Hispanie à l'Empire romain.
Une fois les glaives rangés, après 2 siècles de conquêtes difficiles, de révoltes et de guerres intestines, l'Hispanie entre dans une période de stabilité. Auguste en profite alors pour réorganiser le territoire en 3 grandes provinces civiles. La Bétique, au sud, riche et rapidement pacifiée, la Lusitanie à l'ouest, plus montagneuse et moins romanisée au départ, et enfin la Tarraconaise, la plus vaste, qui englobe le nord, le centre et l'est de la péninsule. Avec la Pax Romana, un immense chantier de transformation s'enclenche et le starting pack de la romanisation se met en place. Des routes pavées, des aqueducs, des temples, des théâtres et des thermes se construisent dans tout le territoire. À partir de là, on ne parle plus d'un lointain territoire barbare, l'Hispanie devient une région pleinement intégrée à l'Empire. Du côté urbain, des cités florissantes comme Taraco, l'actuelle Tarragone, Corduba, Cordoue, Emerita Augusta, Mérida, ou Caesar Augusta, Saragosse, deviennent des pôles politiques, économiques et culturels majeurs. D'autres, comme Hispalis, l'actuelle Séville, ou Malaga, deviennent des centres de commerce très actifs. L'élite locale d'origine indigène adopte les coutumes romaines, la langue latine, le culte impérial, et les nouvelles générations vont même jusqu'à siéger au Sénat à Rome. D'ailleurs, sur le plan politique, l'Hispanie fournira même plusieurs empereurs, dont Trajan, Adrien et Théodose Ier, qui sont tous originaires de Bétique. Le climat méditerranéen et les terres cultivables font de l'Hispanie un véritable grenier pour Rome. Déjà, on y cultive massivement les céréales, puis l'huile d'olive hispanique connaît une belle renommée et se retrouve exportée dans tout l'Empire. On a même retrouvé des amphores de Bétique jusqu'en Bretagne ou en Germanie. De son côté, le vin hispanique est aussi très apprécié par la population romaine. Le sud de l'Hispanie regorge de gisements d'argent, d'or, de cuivre et de plomb. Les Romains, pas fous, les exploitent à grande échelle. Alors du coup, toute la richesse générée par ces activités finance les monuments, les villas, les fresques, les mosaïques. Les élites locales se construisent une vie fastueuse à la mode romaine. Bien évidemment, comme toute province impériale qui se respecte, l'Hispanie développe un véritable réseau routier. Les voies romaines relient les villes entre elles et facilitent le commerce, l'administration et la diffusion culturelle. Les routes comme la Via Augusta longent la côte méditerranéenne et relient les ports au centre intérieur. L'aqueduc de Ségovie, qui est encore debout aujourd'hui, nous montre cette maîtrise technique. Il alimentait la ville en eau depuis une source située à plus de 15 km. D'autres villes comme Mérida ou Italica bénéficient d'infrastructures comparables. Sur le plan culturel, on y trouve naturellement des théâtres ou des cirques, tandis que les thermes et les forums deviennent les centres de la vie publique. En fait, la romanisation n'est pas imposée brutalement, mais adoptée progressivement. La langue latine se diffuse, les lois romaines structurent la société, et les cultes locaux cohabitent un temps avec ceux de Rome. L'Hispanie devient alors l'un des piliers de l'Empire romain, un territoire qui exporte sa richesse, mais aussi ses élites. Elle est à la fois une colonie modèle et un foyer d'innovation culturelle où l'identité romaine se mêle à certaines traditions locales. Seulement voilà, après la Pax Romana, la fiesta arrive à son terme. À partir du IIIe siècle, l'Empire romain affaiblit progressivement sa présence en Hispanie, puisque les crises économiques et militaires se font sentir. Les grandes cités continuent de fonctionner, mais les campagnes se replient sur elles-mêmes, les routes sont moins sûres, et la fiscalité impériale devient lourde pour une population en déclin. L'inflation fait baisser le niveau de vie des habitants, et les légions romaines présentes sur place doivent se replier pour défendre les frontières en Gaule ou sur le Danube. En bref, ça commence à puer. L'un des tournants majeurs se produit en l'an 409, lorsque plusieurs peuples barbares, en l'occurrence les Suèves, les Vandales et les Alains, franchissent les Pyrénées et se répandent dans toute la péninsule ibérique. L'Empire romain d'Occident, qui est très affaibli à cette période, n'a plus les moyens de reprendre le contrôle. La Tarraconaise est ravagée, la Bétique partiellement dévastée, la famine s'installe, en gros, c'était pas vraiment la meilleure période pour vivre en Hispanie. Mais pour agir face à la situation, Rome cherche à utiliser les envahisseurs comme alliés en cherchant à les fédérer pour rétablir l'ordre. Les Visigoths, qui sont menés par le roi Valia, sont alors chargés de débarrasser l'Espagne de leurs homologues envahisseurs, autrement dit les Suèves, les Vandales et les Alains. Le contrat est presque rempli puisque seuls les Suèves finissent par rester durablement. Les autres sont virés en Afrique du Nord. Au milieu du 5e siècle, se sachant en position de force,
Les Visigoths, menés par un nouveau roi, Euric, décident de s'établir pour de bon et créer leur propre royaume indépendant, à cheval entre la Gaule et l'Hispanie. Mais malgré ce changement, l'esprit romain ne disparaît pas si facilement. Le royaume wisigoth conserve de nombreux traits romains, autant sur le plan culturel qu'administratif. Concrètement, voici quelques aspects où l'influence romaine survit. Déjà, la langue latine reste la langue dominante dans les écrits, la justice et l'église. Le gothique est parlé dans l'aristocratie, mais ne supplante jamais le latin. Les villes romaines continuent d'exister, Emerita, Toletum ou Barquino et d'autres restent des centres urbains actifs. Les voies romaines restent utilisées et entretenues dans la mesure du possible. Le système de municipes et de cités administrées localement perdure, même s'il est affaibli. L'église catholique hispanique, qui est très romanisée, devient le pilier de la vie publique. D'ailleurs, les Visigoths, qui sont d'abord ariens, finiront par se convertir au catholicisme lors du concile de Tolède de 589, ce qui permet d'unifier la religion et la culture avec la population locale. Comme le résume l'historien Michel Cristol, l'Hispanie n'a pas tant changé de maître qu'elle n'a changé de dynastie. L'ordre visigothique s'est superposé à un monde qui était encore romain. Pendant près de 6 siècles, l'Hispanie fut sous domination romaine. Conquise à la force du glaive, elle s'est peu à peu transformée en une province modèle, riche, urbanisée, romanisée, d'où sortiront même des futurs empereurs qui marqueront l'histoire. Ce n'est qu'avec les grandes invasions du 5e siècle que s'efface peu à peu l'autorité romaine, mais l'héritage restera profond. Dans les langues, dans les lois, dans les villes et même dans les mentalités. Au final, l'Hispanie romaine, c'est l'histoire d'un territoire difficilement conquis, mais qui finit par adopter pleinement la romanité pour connaître un nouvel essor, avant d'entrer dans une autre période de son histoire durant le Moyen-Âge. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à me dire en commentaire quelle autre province de l'Empire vous intrigue. À bientôt!